Je suis très heureux, Madame la Directrice, que nous abordions cette fois-ci quelque chose de tout à fait original. Comme vous venez de le remarquer, sur cet article du Monde, il est dit qu'à la faculté Paris-Descartes, on a développé tout un module en définitive de médecine narrative. On a fait des rencontres Hippocrates pour montrer en quoi la médecine narrative pouvait être en fait une révolution. Et on a pensé qu'il était important qu'on nous l'explique un tout petit peu et qu'on nous explique pourquoi, en définitive, cette évolution peut-être dans la relation médecin-patient. Et là, on est dans une réflexion qui est franchement sur le sens du rapport qu'il peut y avoir entre le soignant et le soigné. Et je vois qu'un certain nombre reprendront l'année prochaine, puisqu'ils sont au programme, justement ce sujet d'une autre manière, car il y a plein de formes actuellement qui viennent en quelque sorte un peu détrôner ce cliché, car c'était un cliché que sous prétexte par des connaissances disciplinaires très abouties, voire de recherche, nous venons d'en parler, eh bien comme si l'autre, c'est-à-dire le patient, comprenait tout. L'autre, au-delà de sa compréhension, interprétait tout, et dans le bon sens, et surtout par rapport à un problème fondamental qui est la durée, c'est-à-dire jusqu'à l'observance, jusqu'à ce... Et il y a, et je passerai peut-être la parole à la directrice, qui a peut-être 2 ou 3 éléments à vous donner avant que le professeur Manzer vous en parle. En définitive, nous nous trouvons là devant une conception de l'autre. Est-ce que nous sommes là pour dire à l'autre ce qu'il doit faire, ou est-ce que nous sommes là, en définitive, pour, au-delà de tout ce que nous connaissons et de nos savoirs, prendre en compte un peu le milieu, voir un peu les habitudes, ce qu'est la personne, dans son être même, et être capable, dans ce cas-là, peut-être, de faire ce que l'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire en 5-10 minutes, c'est-à-dire une prescription rapide par rapport à un symptôme, même si on a rentré ce symptôme dans un syndrome, puis on a reconnu une maladie, parce que souvent on peut avoir des maladies qui sont concomitantes et on peut avoir des maladies qui sont des conséquences d'autres phénomènes, en particulier psychosociaux et autres. Donc tous ces éléments-là ont fait que la médecine narrative a été particulièrement développée aux États-Unis, par une collègue que l'on a fait venir aux rencontres Hippocrates, vous y êtes peut-être venu un certain nombre, et c'est à partir de tous ces travaux, qui datent à peu près d'une dizaine d'années, et qui ont été publiés dans le New England Journal of Medicine, donc dans une revue, on n'est pas en train de dire des choses qui sont, qui sont minorées. Le drame, c'est que ça n'est pas connu, et ça n'est pas développé, puisque nous disions tout à l'heure que de telles... Déjà, l'idée existe, les sciences humaines, les représentants des sciences humaines et sociales les connaissent, mais il est important qu'au-delà de la médecine humanité, qui sont portés par les sciences humaines, que des médecins qui font justement cette interface entre les sciences humaines, leur application en médecine, c'est-à-dire carrément que ceci soit importé en médecine, et c'est tout l'intérêt d'avoir le professeur Marie-France Mamzer, qui est professeur de médecine légale et d'éthique, et qui, justement, a travaillé plus particulièrement sur ce sujet. C'est pour ça que c'est un sujet important. J'avais au début demandé à 2 de mes collègues, le professeur Claire Lejeune, mais aujourd'hui, c'est le jour de ses consultations, elle n'a pas pu se libérer, et j'avais fait demander M. Goupy, qui maintenant est un peu à la retraite, qui s'en occupe un tout petit peu, mais tous m'ont dit, mais demande à Marie-France, et c'est pour ça qu'elle... comment dire, elle est présente parmi nous et je tiens à la remercier. Madame la directrice, vous voulez dire quelques mots? Oh, un mot. Donc, en fait, merci d'abord, Madame Mamzer, d'être présente parmi nous et d'avoir libéré de votre temps. Bon, vous connaissez sur beaucoup de sujets et on vous apprécie. En fait, si vous voulez, moi, j'ai fait comme beaucoup de directeurs d'hôpitaux, j'ai découvert au hasard d'une rencontre Hippocrate, il y a 1 an et demi, à peu près, la médecine narrative. Alors moi, je ne vais pas vous en parler parce que je pense que je ne suis pas autorisée à le faire. Pourtant, en tant que directeur d'hôpital et puis en tant que patient potentiel, donc, voilà, patient tout court,
Et vraiment vu aussi de ma fenêtre de directeur, je pense que c'est quelque chose qui a sa place parce que on a une hypertechnicité de la médecine et je comprends très très bien que les médecins aient besoin de toute cette technicité pour se réassurer eux-mêmes par rapport au diagnostic qu'ils vont poser, à la technique qu'ils vont employer, et que c'est absolument naturel et important pour eux de le faire. Que cette obsession de la technicité peut probablement faire passer au deuxième plan la relation avec le patient, dont vous savez tous aujourd'hui qu'elle a au moins, je ne sais pas quel pourcentage, qu'elle a aussi son importance dans le processus de soins. Et donc vraiment c'est quelque chose qui me parle. La deuxième chose, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous, directeurs d'hôpitaux, j'en parlais ce matin avec un de vos collègues, on est tout le temps en train de dire il faut de l'activité, il faut de l'activité, il faut de l'activité, mais ce n'est pas une activité qu'on prône à n'importe quel prix. Et on peut aussi, nous, avoir une position qui est de dire il nous faut de l'activité, mais il faut sans arrêt revenir au sens. Et là, je vais passer à ma casquette qui est beaucoup plus personnelle, qui est la casquette de directeur, de manager. Je pense que dans la relation soignant-soigné, il y a du sens à y mettre. Ce sens, c'est peut-être l'histoire du patient, ou sûrement l'histoire du patient. Comme nous, dans le management, on ne fait pas du taylorisme. En un mot, le taylorisme, c'est découper les tâches, c'est dire il faut les faire dans cet ordre-là, et là. On peut faire le meilleur taylorisme du monde si on ne donne pas le sens et la liberté à chacun d'améliorer la situation de travail, d'améliorer ce que l'on fait. On n'a aucune chance d'aboutir à un résultat satisfaisant et qui dure dans le temps. Donc je fais vraiment le parallèle entre les deux, entre l'hypertechnicité et le besoin de sens que nous avons, nous médecins, enfin vous médecins, nous managers, et le soignant ou celui qui travaille. Et puis je rajouterai une dernière dimension qui pour moi est aussi tout à fait importante. C'est aussi, je pense, pour les médecins, tous les soignants, la possibilité de trouver le juste milieu entre l'implication qu'ils doivent dans la relation avec le soigné, mais aussi la juste mesure pour ne pas, pour ne pas payer le prix de cette implication de telle façon qu'ils ne pourraient plus soigner, j'oserais dire. Voilà. Donc je me permets juste de dire ça et de faire un petit parallèle un peu osé, mais bon, voilà. Et peut-être une cohérence entre les deux, c'est-à-dire que ce ne soit pas des mondes différents. C'est-à-dire que le monde des managers, justement, demandant du sens, accordant aux médecins qu'il puisse y avoir du sens, à nous ensuite de voir quels sont les patients qui en ont besoin, parce qu'il y a aussi des obligations de production, mais il y a aussi un processus qualité, et je dirais même que cette médecine narrative rentre tout à fait dans les processus qualité, surtout peut-être à moyen ou long terme, ce que l'on ne décompte pas obligatoirement tout de suite. Madame Mamzer, donc voilà, donc on va tout savoir là. Voyons, on parlerait beaucoup de vous par très très longtemps avant. Eh bien, je ne sais pas ce que je vais vous raconter de plus, à vrai dire, puisque le cadre a été vraiment parfaitement bien posé. Cette médecine narrative, la première chose, je crois, qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne s'agit pas d'une médecine alternative. Nous ne sommes pas devant la proposition d'une nouvelle forme de médecine parallèle à la médecine technoscientifique, dont nous avons Est-ce que vous parlez un tout petit peu plus fort pour qu'au dernier rangé, je vois des oreilles qui sont en train de passer entre les personnes avant, donc qui essayent de prendre les sons. Et donc, comme je le disais, ça n'est pas une médecine alternative ni parallèle. D'ailleurs, la fondatrice, l'inventeuse de ce concept est elle-même médecin interniste. Et quand elle a développé cet enseignement et proposé ce nouveau modèle d'exercice de pratique médicale, avait déjà derrière elle une carrière assez avancée de médecin, puisant son savoir dans la science et dans la science au fur et à mesure de son avancement. C'est-à-dire que l'exercice de la médecine narrative serait totalement inutile, voire délétère, s'il n'était pas associé à une bonne connaissance du savoir médical et à une bonne application des recommandations de bonnes pratiques
technique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, en tant que médecins, des recommandations de bonne pratique qui sont, pour la plupart d'entre elles, très focalisées sur la partie technique et scientifique. Nous avons un exercice médical qui s'est développé sur la base de ce qu'on appelle aux États-Unis l'evidence-based medicine et qu'on appelle en France la médecine fondée sur les preuves. J'en profite pour faire une petite digression et vous rappeler que cette médecine dite fondée sur les preuves, elle est fondée surtout sur des extrapolations de résultats obtenus scientifiquement à partir de petites populations de malades soigneusement choisies, répondant à des critères très précis, destinés à favoriser la rapidité de la démonstration de l'hypothèse qui est posée au départ. Donc cette médecine fondée sur les preuves, c'est une médecine qui nous donne des repères extrêmement importants et utiles pour choisir nos thérapeutiques, mais ça n'est pas une médecine, en tout cas dans l'exercice qu'on en fait, qui nous permet à tous les coups de nous adapter à la situation très particulière du malade. Néanmoins, il a bien fallu construire ce corpus scientifique et pendant presque un siècle, la médecine s'est employée à se consacrer à son sujet d'étude principal qui n'a pas été le malade, mais la maladie. Comment est-ce qu'on peut expliquer telle ou telle maladie? Comment peut-on agir pour enrayer ou prévenir telle ou telle maladie? Parce qu'on avait besoin d'une médecine efficace et qu'il fallait mettre en place, compte tenu de nos avancées scientifiques générales, des traitements efficaces pour répondre à des besoins de malades qui n'avaient que faire qu'on ne fasse que les écouter et prendre en compte leurs émotions. Alors la difficulté de ça, c'est que pour que le système fonctionne, il y a eu sans doute, sans aucun doute même, une dérive dans la formation initiale des médecins, et je dirais même dans la sélection, dans les critères utilisés pour la sélection des futurs médecins. Et l'enseignement de la médecine pendant très nombreuses années a été fait sur la base, pour répondre à ce besoin d'acquisition de données scientifiques, et a été fait pour former des médecins qui seraient capables à leur tour de problématiser de manière scientifique les questions en lien avec la prise en charge des maladies, et ça aux dépens de ce qu'on appelait auparavant les humanités médicales qui ont été reléguées au second plan, puisque avant tout il fallait être efficace et être capable de traiter, voire pendant tout un moment avec l'illusion que l'objectif était de guérir la maladie. Or on sait maintenant, grâce surtout d'ailleurs aux contributions qui ont été faites par les patients, avant même celles qui auraient pu être proposées par les philosophes, que cette notion de guérison est une sorte d'utopie contre laquelle on n'essaie plus vers laquelle on n'essaie plus réellement de tendre. Lorsqu'on a une maladie, qu'elle soit grave ou bénigne, il y a un avant, il y a un après. La guérison n'est jamais un retour à l'état antérieur. Et donc même si nous utilisons tous les outils à notre disposition qui existent et qui sont nombreux, même s'ils ne le sont pas encore assez, pour essayer de restaurer au maximum l'état du corps de la personne, on n'arrive pas à aller vers un formatage psychique qui consisterait à dire à la personne « maintenant tu es guéri puisque ton corps est guéri ». Ce qui fait que la relation médecin-patient, elle s'est un petit peu, voire franchement, délitée. Et que la demande des patients a été grandissante en faveur, bien sûr, de continuer d'être traités par les traitements les plus éprouvés et les plus efficaces, quitte à ce qu'ils soient éprouvants. Mais la demande a été aussi, attention, moi je veux bien que vous me proposiez des traitements, mais avant de les prendre, j'aimerais être sûre qu'il s'agit bien d'un programme, d'un projet que vous me proposez, qui est compatible avec mon projet de vie à moi. Finalement, c'est sans doute pas pour rien que la médecine narrative, qui est née en effet à l'initiative de Rita Charon dans les années 2000,
a émergé à peu près en même temps que la série américaine Dr House est apparue sur les écrans. Si on devait illustrer tout le monde a un sourire, le besoin de faire autre chose que de la science, eh bien on prendrait ce fameux Dr House qui est un crack total, qui est capable, pour n'importe quelle maladie, la plus rare soit-elle, d'arriver non seulement à en faire le diagnostic, mais à en proposer le traitement approprié, aux dépens complets de toute considération pour le malade qui devient un corps, objet de ses investigations, et par ailleurs l'objet qui va lui permettre de se réassurer dans sa capacité à maîtriser la maladie. Et même par rapport au personnel, il n'est pas obligatoirement. Et même par rapport au personnel. Alors, la médecine narrative, je vous ai dit, c'est une pratique complémentaire. La question se pose aujourd'hui de savoir si ça peut être une forme d'exercice de la médecine, notamment au regard de toutes les considérations économiques qu'on vient d'évoquer, ou si ça doit plutôt être une forme d'enseignement de la médecine en complément de la médecine scientifique. Il s'agit finalement d'apprendre ou de donner aux médecins les outils d'acquérir le niveau d'empathie suffisant pour pouvoir répondre aux besoins de ces patients. Si on devait résumer ça en un mot, ce serait ça, empathie. Qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, tout le monde en parle, personne ne sait réellement, enfin très peu de gens savent ce que c'est, et surtout l'idée que la plupart des gens s'en font, c'est que ça ne s'apprend pas. En réalité, ce que propose Rita Charon, c'est un mode d'enseignement qui est destiné à éveiller la conscience et les capacités de chaque médecin à prendre en compte, à se former à cette capacité d'empathie. Donc elle fait reposer son idée, son concept sur 3 notions. La première notion, c'est l'attention. Et l'attention, ça paraît comme ça un mot un peu curieux, un peu vide de sens. En réalité, l'attention est une notion extrêmement exigeante. Pour pouvoir être attentif, il faut, c'est ce qu'elle explique en tout cas, essayer ou réussir même à faire fi de soi. À faire fi de soi, c'est-à-dire à laisser de côté tous nos problèmes personnels. Et tous les soignants, comme chacun d'entre nous ici, a régulièrement des problèmes personnels, qu'ils soient de santé, de cœur, de famille, de finances, de travail. Et l'attention à l'autre, en l'occurrence étant là le médecin, ne peut pas se faire si on n'a pas la capacité de savoir que notre réflexion et notre pensée est polluée en permanence par ça, polluée dans la situation professionnelle de la relation avec l'autre et donc le patient. Non seulement il faut se mettre à côté, mais en plus, il faut acquérir la capacité, non pas d'être en sympathie, c'est-à-dire d'éprouver le même sentiment que l'autre en même temps que lui, mais d'être en empathie, c'est-à-dire d'être capable, en se mettant mentalement à la place du patient, de ressentir les émotions que lui-même ressent, mais en gardant cette idée extrêmement précieuse et tout à fait salvatrice que c'est bien ce que le ressent le patient que nous sommes en train de prendre conscience et non pas ce que nous-mêmes nous sommes en train d'éprouver. Et c'est une manière de se prémunir contre le risque de burn-out, par exemple. Parce que si on n'est pas capable d'avoir conscience du fait que ces émotions-là, ce sont celles du patient et on est capable de comprendre pourquoi il le ressent, si on est trop dans la sympathie, effectivement, et en particulier dans certaines disciplines et certains exercices, on ne sera pas capable d'aller plus loin que la prise en charge du premier patient, du deuxième patient, éventuellement du troisième. Et donc on ne sera pas capable de répondre à nos missions qui sont quand même celles de non seulement s'occuper de chaque personne, mais aussi de faire face aux besoins de la santé publique. Donc il faut pouvoir être attentif, il faut mettre son soi de côté, il faut
être capable de reconnaître les émotions qui sont éprouvées par l'autre en ayant conscience qu'il s'agit bien de l'autre. Et donc il faut être présent au moment où on est en consultation en face d'un malade, il faut être présent et disponible. Et cette première notion, celle de l'attention, ne sert à rien si derrière on n'est pas capable d'interpréter ce qu'on a vécu, éprouvé d'une manière un peu phénoménologique en face de ce patient. Donc il faut interpréter, et pour ça on a besoin d'outils. On a besoin des outils scientifiques, on a besoin des outils médicaux, et on a besoin d'avoir vraiment bien écouté ce que la personne nous explique. Il faut être capable d'interpréter à la fois ce qu'elle nous a dit, il faut être capable d'interpréter ce que, à travers ce qu'elle a dit, elle attend de nous, médecins. Et c'est très important au moment de la formation initiale parce que ça permet même aux médecins de s'individualiser en tant que médecin, de se poser en tant que je, moi médecin, et de se poser en tant que je, moi médecin, à l'écoute de toi malade, et pas moi médecin comme un représentant ou un porte-parole de l'état de la science d'aujourd'hui. Et puis, si on arrive à réunir ces deux conditions, et donc à faire intervenir ce phénomène on dit d'intersubjectivité, c'est-à-dire les deux subjectivités, celle du malade et celle du médecin, qui se rencontrent, on arrive à ce qu'elle appelle l'affiliation, c'est-à-dire la rencontre réelle de deux personnes autour de l'histoire et des problèmes de santé du patient, le médecin étant là, à son écoute, dans le but de l'aider, et dans le but de l'aider lui, et pas n'importe quel malade ayant la même maladie. Alors pour ça, elle propose des outils. Et ces outils sont essentiellement, et c'est peut-être une des limites de cette médecine narrative, sont des outils qui passent par l'écriture et la lecture. On voit bien là qu'il faudrait aller un peu plus loin, mais peut-être que le aller un peu plus loin, ça deviendra plus facile pour les médecins en situation s'ils ont été formés sur ces outils théoriques qu'eux maîtrisent au moment où ils le font. Donc la lecture de la littérature, bien sûr, la lecture d'écrits de certains patients, l'écriture de ce que chacun en tant que médecin ou en tant que soignant a ressenti en s'occupant ou en discutant avec tel ou tel patient. Et puis, ce passage par l'écriture et par la lecture qui permet cet apprentissage extrêmement précieux qui est de la prise de conscience du fait que même si on partage en restant à distance. Donc cette matérialisation de la distance par l'écriture est sans doute un outil extrêmement précieux pour l'étudiant en médecine. Dans la pratique quotidienne, Rita Charon, elle explique qu'elle va beaucoup plus loin maintenant. Non seulement elle écrit ce que dit le patient, elle demande au patient d'écrire ce qu'il a ressenti, elle essaye de se projeter dans le psychisme du patient pour mieux comprendre ce que lui a ressenti, et au fil des consultations, ils en arrivent à coécrire le texte qui permet à chacun de se situer en tant que personne dans cette histoire-là. Ça prend un temps fou et je ne pense pas que proposer ce modèle soit viable et compatible avec les impératifs de santé publique que nous avons. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas très utile pour aider les étudiants à se former à tous ces versants-là qui sont extrêmement importants. Aujourd'hui, vous savez, quand un médecin reçoit un patient en consultation, le patient n'a pas le temps d'en placer une. Et même s'il a envie d'en placer une, voire deux, voire trois, il est régulièrement coupé. Et imaginons même qu'on sorte de cette histoire d'interrogatoire du patient, une notion complètement, j'espère bientôt archaïque, pour aller vers la discussion avec le patient et le recueil des éléments pertinents pour aller faire le diagnostic. Eh bien, on reste avec cet état d'esprit qui consiste à dire mes capacités de médecin, mon cerveau de médecin a pour objectif de filtrer tout ce qui ne va pas me permettre d'arriver au diagnostic. Et ensuite,
dans un premier temps, de m'extraire complètement du patient pour aller chercher et puiser dans mes outils tout ce qui est à ma disposition pour essayer de guérir son corps. Donc là, on est dans un paradigme inverse. Au contraire, bien sûr, on va continuer de récupérer toutes les données qui nous permettront d'arriver au diagnostic. Bien sûr, on va aller puiser dans la mémoire ou à travers les outils d'aide au traitement informatisé, les différents outils qui sont disponibles, mais surtout, on va réintégrer tout ce qu'on a considéré pendant très longtemps comme du bruit de fond pour réussir à reconstituer une chronologie, une situation dans l'histoire du patient, de façon à redonner ou à donner tout court un sens à ce qui arrive à ce patient-là, à ce qu'il a envie de vivre ensuite, et à comment être en phase avec lui dans les propositions à venir. Et donc, on est passé d'une vision de simplification de la rencontre entre le médecin et le malade, qui était une vision efficiente techniquement, visant à réparer le corps, à une vision qui est plus proche d'ailleurs de la vision d'Hippocrate. Ce qui m'intéresse en tant que médecin, c'est bien sûr la maladie, j'ai mes outils, ils ont changé. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le malade et comment est-ce que je peux lui rendre service aujourd'hui sans lui faire de mal. Et c'est un vrai problème aujourd'hui parce que si ça n'était pas un problème, on n'aurait pas sans arrêt la question de la maltraitance ordinaire qui arriverait sur le devant de la scène. On ne serait pas en train de créer des cellules visant à prévenir la maltraitance et à promouvoir la bientraitance. La promotion de la bientraitance, elle est devenue absolument indispensable parce que justement, à un moment, on a raté, ou en tout cas, si on n'a pas raté, on n'a pas été en capacité de prendre en compte toutes ces dimensions-là. Et maintenant qu'on a beaucoup d'outils, et même si on a encore besoin de recherche, je crois qu'il est devenu indispensable, aussi parce que les patients s'expriment de plus en plus, et parce qu'on est en train de considérer que la panacée dans le soin, c'est l'autonomie, ce qui permet à des philosophes de définir des propositions qu'ils appellent des propositions d'auto-santé, qui sont probablement assez adaptées aux personnes effectivement autonomes, mais qui laissent complètement de côté ce besoin que pourtant nos patients expriment et qu'ils expriment jusqu'à la fin de leur vie, qui est celui de l'accompagnement. Donc je pense que la médecine narrative est un outil extrêmement précieux. C'est pour ça que notre faculté s'est engagée dans cette voie-là, en proposant aux étudiants assez tôt, mais pas trop tôt non plus, cette formation de façon à les armer, si on peut dire, de ces outils, à leur faire prendre conscience de ces besoins et de ces perspectives de faire évoluer la nature de leur relation avec les malades. Voilà. J'aime beaucoup comment vous l'avez présenté, parce que vous êtes en train de présenter un véritable programme de recherche. C'est-à-dire, et pour bien montrer ce qu'il y a de scientifique au sens noble, et vous attendez justement, il n'y a pas que de faire tourner les machines, voire éventuellement d'avoir une portée statistique et faire tourner des logiciels et autres éléments, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on sent qu'il y a un recrutement, et je vais faire deux apports, si vous voulez bien, par rapport à cela, par rapport à votre projet de recherche. Comment ce qui a été senti par Rita Sharon aux États-Unis à l'Université de Columbia, comment nous pouvons la transposer ici, chez nous, parce que c'est le véritable problème, et vous avez bien montré qu'il pouvait y avoir des côtés soit excessifs, soit impraticables, je dirais au maximum peut-être inadaptés. Les deux apports que je ferai sont deux apports de sciences humaines et sociales qui m'apparaissent très importants. Ce que vous développez là, et je suis très heureux qu'il y ait des psychologues parmi nous, parce que je pense qu'ils sont à peu près sur la même visée, c'est en définitive un état de conscience. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, on ne reçoit pas indifféremment par l'habitude, Cash Bachelard a beaucoup parlé sur l'habitude, c'est très important l'habitude parce que ça nous diminue notre peur et notre angoisse, ce que le médecin peut avoir par rapport à la maladie et par rapport à la faillibilité humaine qui est la sienne, déjà, il faut bien se rendre compte, hein, d'accord ?
Mais cette habitude en arrive aux systématiques telles que nous avons pu justement le voir, jusqu'à la codification, même sans trop réfléchir, d'un certain nombre d'actes, d'autant plus que on fait ce qu'on nous a dit, et on reproduit, je dirais, presque bêtement. Et là, il y a un auteur qui est très important, qui a une tendance psychanalytique qui est très importante, qui s'appelle Diel, certains l'appellent Diel, Paul Diel, qui est, comment dire, et qui parle de ce côté, un côté suréthique. C'est-à-dire qu'en définitive, de décrire à travers les mythes, les symboles, les faits, nous sommes là comme l'evidence-based medicine, qui, mais bien sûr, ce ne sont pas des preuves, ce sont des faits. Et tout le problème de l'interprétation des faits est fait scientifiquement, mais il y a toute une part humaine de l'interprétation des faits dans la relation médecin-patient. Et là, Paul Diel est un important, parce qu'il dit il y a des mythes, il y a des symboles, il y a des relations, il y a un inconscient, chez tout le monde, y compris comment par rapport à son inconscient. Donc, on sent là qu'il y a, et ça s'apprend. Le deuxième élément que je fais comme apport, et après on va donner la parole à chacun, c'est René Girard, l'anthropologue que tout le monde connaît, qui est tout à fait fondamental et qui a même une vision presque théologique, je dirais, du monde, du moins qui donne une interprétation de la Bible qui est justement qu'il n'y ait plus de violence, parce que c'est violent que de se retrouver, etc. Eh bien, a décrit ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui ont été secondairement totalement mises en évidence par les neurosciences. Donc, ce n'est pas des divagations. Et les neurones miroirs, c'est justement ce que moi je fais dans mon première année de cours à la faculté de médecine, qui est d'expliquer ce qu'est la corporéité. C'est-à-dire comment, avec l'autre, en définitive, nous sommes amenés, dans notre existence et notre présence vis-à-vis de l'autre, d'avoir un soin particulier. J'emploie le mot soin parce qu'il rebondit avec le mot d'accompagnement qui est très important, qui est tellement dans la loi de modernisation de la santé est totalement repris avec des airs et où justement cette dimension-là n'est pas complètement prise. Donc ce sont mes deux apports, et en faisant un troisième, parce que c'est celui que certains sociologues disent que lorsqu'il y a une relation médecin-malade, à partir du moment où la porte est fermée, on est dans, Yves Pélissier appelait ça un sanctuaire. Eh bien, Dominique Mémy, qui est cette fameuse sociologue, explique que nous rentrons dans du sacré. Et donc, le troisième élément que je dis, dans une société qui s'est énormément laïcisée, qui a mis de côté la religion, tous les éléments, c'est-à-dire l'être même, les croyances, etc., est-ce que nous ne rentrons pas dans des formes de spiritualité qui ne sont pas religieuses, bien entendu, puisque nous ne sommes pas, ce n'est pas notre objet, la liste thérapeutique, ça existe, mais il y a cette dimension-là aussi qui est importante. Et je pense que ces trois éléments peuvent concourir éventuellement par rapport à votre hypothèse dans comment adapter cela à notre une évidente acculturation en définitive de pratique et que les médecins, d'où bien sûr c'est un enseignement, et je vous rappellerai, j'en aurai terminé, qu'au début de l'éthique, Jean Bernard me disait tous mes collègues se moquent de moi parce qu'ils disent pourquoi enseigner l'éthique, comme vous le disiez, c'est presque génétique. Ils disaient mais s'ils veulent apprendre l'éthique, ils ont qu'à regarder ce que je fais. Donc vous voyez comme quoi en fait c'était quoi, c'est moi grand patron, voyez ce que je fais, et il n'y a que des copies qui peuvent éventuellement avoir la vérité ou se rapprocher d'elle. Vous avez bien sûr la parole par rapport à cette belle présentation, cette postulation, je dirais même, vous-même, mettez-vous dans une position de patient, vous êtes mis dans une position de médecin, mettez-vous dans une position de patient, ce que nous sommes tous. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur, tout ça? Il y a une intrusion énorme, il y a une ingérence énorme. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent comme ça, c'est pour consommer la médecine. Et d'ailleurs, le médecin qui ne donne pas son ordonnance ou qui ne vous prend pas l'attention est un mauvais médecin. C'est ce que beaucoup pensent. Ils vont en voir un autre. Le médecin qui ne donnerait que des paroles serait considéré... Non, c'est pas vrai, on rigole là-bas. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez
de cette nouvelle relation. Moi, Allez, madame. Je vais commencer, puisque je me présente. Je suis une patiente depuis... Alors, d'autant plus. Je suis une patiente depuis 2013 et je suis psychologue de métier que j'ai arrêté là, du coup, du fait de la maladie. Et donc, j'ai un regard, c'est très curieux, mais je suis toujours à regarder l'autre, à me regarder moi dans cet espace-temps maladie, ce qui s'y passe, surtout dans la relation avec le soignant, que ce soit les médecins, les chirurgiens, enfin toutes les personnes qui interviennent. Et je suis toujours en attente, et moi ça ne me fait pas peur du tout. Et quand on parle d'éthique, quand on parle d'apprentissage, je me dis aussi qu'il serait bien de lâcher prise un petit peu pour les personnels soignants qui n'aient pas peur, eux, de rentrer dans cette relation avec le patient. Ça marche ou ça ne marche pas, c'est pas à tous les coups. Il y a des rencontres qui se font, et il ne faut pas qu'elles soient empêchées, ces rencontres. Donc, de pouvoir dire, en formation, un personnel soignant, on apprend des choses, on apprend à rentrer en contact, il y a le tactile qui est important, pour certains ça marche, pour certains ça ne marche pas. Mais je veux dire, il y a des fois très peu de choses qui font que le patient va s'ouvrir, et du coup, un sourire va en entraîner un autre, et une journée n'est pas du tout la même quand elle commence avec un sourire. Pour le patient, c'est évident. Moi, je rebondis comme ça très facilement par rapport à des rencontres que je fais, mais des vraies rencontres. C'est-à-dire, c'est pas uniquement le patient et le soignant. On se découvre et on se retrouve des points communs, et ça marche, mais ça marche bien. Et de pouvoir dire, je viens de faire une belle rencontre, voilà, d'y mettre le mot, voilà, ça fait du bien. Et je sens aussi que ça fait du bien. Moi, j'ai eu vraiment ces rencontres avec chirurgiens, médecins, aides-soignants. Enfin, j'ai une jeune aide-soignante en formation non infirmière, où j'ai senti par rapport à comment rentrer dans cette relation, je sentais qu'elle apprenait, elle avait appris des choses qu'il fallait qu'elle remette en œuvre. Et en fait, ce qu'elle a trouvé, c'est qu'elle est venue me caresser l'épaule en me disant ça va, je suis là, si vous avez besoin, vous m'appelez, on peut parler. Voilà. Et elle était très jeune, c'était une jeune fille, jeune femme. J'ai trouvé ça génial parce que, bon, elle ne pouvait pas en dire plus, mais elle me disait, voilà, en me touchant l'épaule, en me caressant l'épaule, vous n'êtes pas seul, on est là et on est attentif. Vous pensez que c'est inné, cette personne qui était très jeune était innée? Ou est-ce que vous pensez que c'est intuitif? De quel domaine est-ce que vous êtes psychologue? Je pense que les choses se passent toujours à deux. Il y a ce qu'on autorise à l'autre, et ça se joue sur des regards, des attitudes. C'est une sensibilité comme ça, on ne peut pas l'expliquer, quoi. Ça se passe, il faut le recevoir. Est-ce que ça s'enseigne d'après vous? Alors, c'est une des questions. Pour moi, ça ne s'enseigne pas, mais en tout cas, ça s'autorise. Je pense qu'on a tous, comme ça, on peut aller vers l'autre, parce qu'il n'y a rien qui... Enfin, bon, il y a la peur, mais une fois que cette peur, finalement, on pense et on parle d'autre chose que la maladie, mais qu'on rencontre la personne, là, on peut s'autoriser des choses. Et dans le système scolaire et de formation, souvent, on étouffe un peu ce côté plutôt spontané d'aller vers l'autre quand on a envie. Et quand on va vers ces métiers, on a envie. Je pense que c'est pour rien. On va dans ces métiers. Voilà, c'est moi ce que j'avais envie de dire de mon expérience, qui est importante, là, qui me fait grandir en plus. Et j'apprends à me soigner aussi avec eux, à être véritablement actrice dans ce parcours, dans l'acceptation aussi, qui n'est pas simple. Et ça se passe ici, dans cette hôpital. Et ça se passe ici. Avec... Comme quoi? Non, ça se passe ici, avec plein de choses qui se rajoutent. Vous nous remontez un moral, on est souvent... C'est-à-dire que les choses existent, et il suffit, en effet, comme vous dites là, de les souligner. Oui, mais j'avais l'impression que ça n'avait finalement plus d'importance. Dans certains services, je n'ai pas senti... voilà. Je me disais, est-ce que ça vient aussi du manager, du médecin-chef? Je ne sais pas. Ou de la directrice, on ne sait jamais. Non, mais je ne sais pas, parce que j'ai été dans des services où le professeur était très présent, très humain,
très à l'écoute des malades, et je sentais que ça faisait effet boule de neige sur l'ensemble de l'équipe. Et là, je me dis, voilà, ça autorise à rencontrer l'autre et à ne pas être que dans le soin appris. Voilà. Ça, c'est mieux que des publications éventuellement qui se... Vous avez des choses peut-être à dire, Marie-France, sur ce qui vient d'être dit, qui est fondamental. Pour moi, je ne sais pas si on peut enseigner ça. Je ne sais pas, en réalité. Parce que je vais prendre un exemple assez... qui va parler à tout le monde. Si en tant que médecin ou soignant, infirmière, aide-soignante, je dois m'occuper de quelqu'un dont je sais qu'il a commis quelque chose d'effroyable, j'arriverai pas, sans doute, à entrer en empathie avec lui. Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a premièrement le fait, comme vous le dites, d'autoriser l'étudiant de façon initiale à faire ses rencontres. Et donc, pas l'autoriser au sens... Faire en sorte qu'il puisse s'autoriser lui. Faire en sorte qu'il puisse s'autoriser, mais si on a mis ça au même rang que tous les autres enseignants, c'est un moyen assez fort, symboliquement, de lui dire ça, tu es autorisé à le faire. Voilà. Donc ceux qui vont avoir un peu de talent personnel pour le faire n'auront plus cette barrière, cette pudeur peut-être, qui pourrait s'imposer parce que ce qu'ils auraient dû faire autour ne correspondrait pas à ce modèle. Donc c'est le moyen d'emblée de leur dire, bien ça, en médecine, non seulement ça n'est pas interdit, mais c'est souhaitable. Et ensuite, c'est aussi peut-être une manière d'enseigner les choses que d'aider les étudiants à se rendre compte que parmi les gens qu'ils vont soigner, il y en a certains pour lesquels ils n'arriveront pas à entrer en empathie. Il n'empêche que toutes les autres règles resteront présentes. Et on gardera en face de soi quelqu'un qui sera une personne avec laquelle on ne sera pas entré en empathie, mais qui, en tant que personne, et au nom de sa dignité, de sa représentation de la même espèce que soi-même, a le droit de recevoir les mêmes soins. Donc je pense que, voilà, effectivement, il n'y a pas de recette, et cette médecine narrative n'est pas une recette pour permettre à quiconque en aurait suivi la formation d'avoir la capacité d'entrer en empathie avec n'importe qui en face, bien sûr. Mais je crois que c'est vraiment cette double détente qui me semble intéressante dans cette formation. Qu'en pense Florian, là? Je crois que ce que vous avez dit sur le terme d'autorisation, on s'est vu ce matin, coucou. Ah, parce qu'en plus, on s'est vu ce matin. Bon, mais voyez, il est là. J'espère que chez nous, ça a été. Le terme d'autorisation que vous utilisez je trouve extraordinaire, mais le terme d'enseignement est fondamental pour cette nouvelle médecine qu'on est en train de vivre. On a une médecine qui aujourd'hui devient de plus en plus technique, c'est tout ce que tu as dit. Et à travers la médecine narrative que tu as décrite, on est dans un réapprentissage en fait de la sémiologie, de l'écoute du malade, d'être avec le malade, mais de façon professionnelle, c'est-à-dire en ayant cette juste distance, en allant, en revenant, et c'est fondamental. Mais le fait d'autoriser, d'être capable de dire à des étudiants, tu peux le faire avec certains outils, avec certaines techniques. Après, écoute qui tu as en face de soi, c'est à mon avis effectivement la base, et c'est ce qui peut permettre l'enseignement. J'étais un peu dans votre idée, je pense que à la base que ça ne s'enseigne pas, que c'est effectivement peut-être plutôt inné chez l'individu, peut-être par le biais d'une éducation, peut-être par le biais d'un vécu, peut-être par le biais de rencontres de différentes choses, et je pensais que ça ne s'enseignait pas. Je pense de plus en plus que si ça s'enseigne, et non seulement ça peut s'enseigner, mais ça doit s'enseigner, parce qu'aujourd'hui on est en train de perdre totalement peut-être le fil humain qui est le propre de la profession de soignant. Et c'est en passant par cette médecine narrative, par l'éthique, qu'en réfléchissant à notre façon de faire, à notre quotidien, en échangeant aussi, parce qu'il y a l'enseignement vers les étudiants, mais les étudiants apprennent beaucoup aussi aux enseignants. On l'a vu au laboratoire à plusieurs reprises avec les jeux de rôle, par exemple. C'est vraiment fondamental. Pour parler plus compliqué... Moi, je voudrais parler plus simple. Alors, je vais parler compliqué. Le problème, c'est la division qui s'est faite entre les sciences de la vie et les sciences humaines et sociales.
qui ne communiquent pour ainsi dire aucunement, y compris dans une université comme la nôtre. Et nous devenons de plus en plus compétents les autres. Et quand je dis que c'est plus compliqué, ça ne l'est pas. Mais c'est l'introduction des sciences humaines et sociales au sein de la médecine. C'est-à-dire comment le médecin, dans ses pratiques de tous les jours de consultation, dans la réflexion qu'il a du rapport à l'autre dans la consultation, a des éléments de psychologie, des éléments d'anthropologie, je citais des psychologues et des anthropologues, voire des psychanalystes, tous ces éléments qui étaient honnis pendant un certain temps par nos collègues chercheurs purs et durs et qui parlaient de sciences molles par rapport à des sciences dures, c'est-à-dire des sciences qui apportaient moins de preuves, en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire, alors qu'elles étaient, maintenant on les a appelées alternatives, puis ensuite on les a appelées complémentaires, et maintenant on les trouve fondamentales, ce qui est le cas par exemple de l'hypnose, pour prendre cet exemple très rapidement. Donc là nous sommes dans une révolution, parce que nous avons, à mon avis là, l'introduction de sciences humaines et sociales, et c'est ce que vous avez dit, et ça s'apprend, c'est d'être dans une relation, eh bien il faut savoir ce que l'on fait. Autant quand on rencontre quelqu'un et que ce n'est pas un patient, bon, on voit bien si la personne n'est pas contente, on lui met la main sur la... elle n'est pas contente qu'on lui mette la main sur le bras, bon, on voit tout de suite, il y a la réaction, etc. Sur un patient, ça peut être grave. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que je suis amené à faire? Donc, c'est quelque chose de pensé. C'est-à-dire, quels sont les éléments, en effet, la pudeur, il faut que je respecte la pudeur, mais d'un autre côté, comment dans cette rencontre, quels sont les éléments qui sont devant moi et qui sont des outils, littéralement pour moi, que je dois penser. Ce que nous ne faisions pas jusqu'à maintenant. Et je pense, comme toi, en effet, que ces éléments, il faut les donner à la connaissance des médecins, qui ensuite, en fonction, il y en a qui seront peut-être, qui auront une vocation plus importante que d'autres, et on le voit bien dès maintenant. Madame l'a bien dit, elle a rencontré des médecins à la HEGP qui, visiblement, le font, le pratiquent, ce qui est excellent, en définitive. Vous voyez que c'était compliqué, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Madame la directrice. Oui, alors moi, j'avais, par rapport à... Je vais vous poser la question, est-ce que ça s'enseigne? Moi, je pense que oui, ça s'enseigne, comme toute chose. Et qu'après, comme toute chose, c'est un être humain qui reçoit l'enseignement et qui l'avale plus ou moins bien. Bon, eh ben, il y en a qui l'avaleront très bien et pour qui ce sera une seconde nature, et d'autres pas. Eh ben, j'ai envie de dire, comme on me racontait il n'y a pas très longtemps sur un ami qui disait ouais, j'ai deux mains gauches. Quand je suis allée dans un bloc opératoire, mon patron m'a dit tu aimes la chirurgie? J'ai dit oui. Il m'a dit eh ben, alors fais anesthésiste. Voilà, simplement dire que ben, dans les cursus qui ont beaucoup de compagnonnage, ben, je crois qu'après, on a les moyens de réaiguiller les collègues qui sont moins faits pour faire ça, et il faut toutes sortes de médecins. Et bien ceux-là, il faut qu'ils aillent vers une pratique de la médecine qui a moins besoin de cet aspect. Mais je crois que vraiment, et donc ça pose la question de à quel moment il faut l'enseigner, parce qu'il faut que ce soit suffisamment tôt pour que l'orientation puisse être faite, mais pas trop tôt non plus, pour qu'ils aient quand même le temps d'en bénéficier, d'avoir eu un minimum d'exercice et que ça leur parle. Deuxième chose, on a déjà parlé avec Florian, mais c'est aussi un enseignement qui se fait par jeu de rôle. Je raconte souvent que moi j'ai fait un seul jeu de rôle dans ma vie où j'étais moi le médecin qui devait faire une annonce. Je peux vous dire que votre regard par rapport au médecin, ça change tout de suite, même si c'est un jeu de rôle. Vous avez un jeune aux yeux bleus à qui vous annoncez un truc horrible, même si c'est un jeu de rôle, vous ne pouvez pas ne pas rentrer dans ce jeu de rôle. Il vous regarde droit dans les yeux et vous devez lui dire un truc terrible. Ben, voilà, je suis dedans et je comprends ce que ça veut dire. Et donc le jeu de rôle, je crois que ça peut s'enseigner comme ça aussi, par l'écriture, etc. Mais aussi, en tant que médecin, je te fais passer de l'autre côté du miroir. Et là, c'est toi qui reçois et c'est toi qui... Voilà. Donc moi, je crois que ça s'enseigne. Et puis pour répondre à une autre question, je pense aussi que le rôle d'un chef de service, là-dessus, est essentiel. On a ça en management, je me tourne vers Céline, mais on a ça en management aussi, c'est exactement la même chose. C'est que vous ne pouvez pas avoir raison tout seul dans un service. Vous pouvez avoir une pratique avancée, une technique avancée, ou cette pratique que je dirais un peu avancée pour moi. Mais si vous la faites tout seul, c'est compliqué. D'abord, le patient ne le perçoit pas. Mais que c'est vraiment une pratique à partager et que celui qui le fait partager, en général,
pour ça que je pense qu'il faut continuer à avoir des responsables chefs de service, ben c'est lui, et à la fois par ce qu'il peut enseigner, ce que l'élève a reçu, mais ce qu'il peut montrer de sa pratique. Donc voilà. Et puis après, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez aussi, et vous l'avez répété, c'est que on est deux dans la relation. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est parce qu'on était deux. Quand on divorce, on est aussi deux. Enfin voilà. Voilà. Donc moi, je trouvais ça hyper important. Et puis moi, j'aurais une question après, mais je vous laisse poser la faute. Juste en tant qu'anesthésiste, le chirurgien qui a deux mains gauches et qui dit anesthésiste, ça va quand même faire souffrir les patients. C'était une blague favorite d'un monsieur qui n'est pas anesthésiste. Non, je viens d'essayer là. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux outils de la médecine narrative, moi j'ai trouvé une application assez simple et qui marche pas si mal. C'est de soumettre, parce qu'en fait, ça passe par l'écriture et on soumet l'écriture au regard de celui qui a parlé. Hein. C'est une manière de voir s'il adhère à ce qu'on a compris de ce qu'il a dit. Et depuis que j'ai fait cette approche, toujours avec, d'une manière la plus lisible possible, tous mes courriers, tous les courriers que je fais, je mets toujours les patients en copie. Systématiquement, et certains patients me remercient d'avoir compris ce qu'ils ont dit. Ça arrive. Donc est-ce que vous le faites pour tous les patients, c'est-à-dire parce que ça demande beaucoup d'énergie? Si j'ai quelque chose qui est plus délicat, je vais le faire au téléphone, pour le médecin traitant ou pour les correspondants, mais le courrier de consultation, je mets toujours mes patients. Ma question était par rapport à la médecine narrative, c'est-à-dire le fait que vous soyez amené à écrire ce qu'a dit le patient, puis ensuite à lui montrer ce que vous venez de dire. Est-ce que vous le faites pour tous? Ma question, parce que c'est une de mes questions que je me pose à moi-même, parce que c'est vrai que ça prend un temps fou comparé à une consultation normale. Donc je me dis, est-ce qu'il y a un certain nombre de patients qui, plus particulièrement, devraient bénéficier, par exemple les patients graves, les patients avec de la douleur, en effet, etc. Ou est-ce que vous pensez que c'est pour tous les patients? Je pense que tous les patients ont la possibilité de recevoir ce genre de courrier. Moi, je fais pour tous les patients. Je ne parlais pas du courrier, hein, je parlais... le courrier, c'est mon lecteur de médecine narrative. Ah d'accord, d'accord. Parce que, en fait, quand on est en interaction, il faut... l'empathie, il faut bien... je pense que c'est un des exercices de base de la médecine narrative, c'est d'écrire ce qu'on comprend du discours de l'autre et de le soumettre à son jugement. C'est ça. Donc, c'est une manière d'approcher... et là, le patient se sent reconnu, oui, compris. Ou pas. Bien sûr. Moi, par rapport à ça, je trouve ça très très intéressant. J'avais une question, mais qui est à vous tous et toutes. Quand on est directeur d'hôpital, on a quand même une mission, c'est de comprendre ce qu'attendent nos patients. Et je me disais, je rebondissais sur faire écrire le patient, comment il a vécu sa consultation, comment il a vécu son hospitalisation. Je trouve que ça devrait être un exercice qu'on devrait pratiquer davantage pour le retourner au médecin, parce que vous aussi, vous pourrez voir ce qu'il a vu. Mais nous, au plus global, avec un contrat de confiance, pour se dire, au fond, non pas juger comment ça s'est passé, mais se dire, au fond, qu'est-ce qu'il attend, ce patient? Est-ce qu'on ne se trompe pas sur ce qu'il attend? Parce que me dire que le repas sera chaud, ou je ne sais pas quoi, ça c'est facile à dire. Mais ce qu'il y a d'important dans la relation ou très courte ou très longue qui s'est passée, mais dans le fond, nous, on ne le sait quand même pas franchement. Pas plus que vous voyez ce que je veux dire. Et je suis sûre qu'on met l'accent sur des trucs, les patients ils s'en fichent complètement. Mais nous, on a dit, tiens, on a fait bien, la HAS nous a dit, il fallait mettre la pancarte, là on a mis la pancarte, personne n'a lu, mais pas grave. Et en général, c'est vrai que l'expression du ressenti du patient est souvent sur un mode négatif. Oui, mais justement, vous voyez, si on demandait, c'est pour ça que j'ai eu cette idée tout à l'heure quand je vous ai écouté, parce que je raconte tout le temps, je lis toutes les plaintes, toutes. Voilà. Mais c'est des plaintes. Donc ça me donne une vision tronquée de l'établissement. Je ne pense pas que l'établissement est comme ça, mais je veux dire, ça ne me dit pas en positif ce que les gens ont apprécié. Les aspects positifs, j'ai des éloges aussi.
Et je peux vous dire, je l'ai redit 3-4 fois les éloges. Mais je blague. Mais je pense que cette restitution écrite pour ceux qui ont envie de le faire, c'est hyper enrichissant. Alors en tout état de cause, ça, je suis sûre, pour nous tous. Et je vais retenir l'idée. Moi, C'est une qualité, c'est une unité de qualité, par ça. expérience par rapport au questionnaire de satisfaction Oui. qui nous sont envoyés comme ça sur Internet. Et moi, je n'y réponds pas. Parce, Oui, que, je comprends. parce que ça ne correspond pas à ce que je veux dire, et du service qu'on m'a rendu et du service que j'ai rencontré. Donc il y a des fois où ça ne s'est pas bien passé, et en même temps je comprenais le pourquoi ça s'était mal passé. Et donc de le restituer à quelqu'un qui de toute façon n'a pas la connaissance de ce moment dans son entièreté, voilà, ça n'a pas de sens. Et ça met en valeur le côté négatif, alors que c'est pas ça qu'on a envie de faire remonter. Ah oui, alors rassurez-vous d'une chose, nous quand on reçoit une plainte, on sait que derrière la plainte, il y a une histoire personnelle avec une équipe. Et donc avant d'avoir quelque idée que ce soit, on dit à l'équipe, regardez ce qui s'est passé, dites-nous de votre point de vue ce qui s'est passé. Et c'est pas dites-nous quelle faute vous avez fait, c'est dites-nous comment ça s'est passé, dans quelles circonstances. Et de comprendre ce qui s'est raté entre la personne et l'équipe. Ouais. Enfin, moi j'ai vécu des histoires Oui. d'hospitalisation Difficile, où, oui, bien sûr. difficiles, et où il y avait un concours de circonstances qui fait que ça déconnait de tous les côtés. Quoi. Enfin, c'était, Très peu. et véritablement, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire, ou soit que moi je tape du poing sur la table en disant mais faites quelque chose, là il y a un problème, vous avez un problème d'équipe ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas à moi de le faire. Moi je ne pouvais que râler quand... râler. Marie-France, vous avez une petite réponse à cela? Non, je voulais juste, pour revenir sur ce que vous avez dit, j'ai lu ce matin dans le quotidien du médecin, mais tout à fait par hasard, qu'un hôpital en Italie a créé comme ça un espace physique dans lequel peuvent aller les patients, mais aussi les soignants, pour rédiger leur vécu et leur représentation de l'histoire, soit de la leur, soit de celle d'un patient, soit de leur rencontre, qu'elle soit réussie ou ratée. Et ça a l'air d'être, en tout cas, leurs premières expériences. Je vais faire une première chose, je vais modifier le questionnaire de sortie. Et ça- Comme vous l'avez regardé, c'est d'un QCM. Ben oui, c'est surtout pas ce qu'il Et en faut. bas, il y a 2 lignes pour dire votre ressenti. Non, c'est le Donc on va contraire. faire une page et le QCM, on le mettra derrière. Est-ce que vous ne pensez pas que le département des patients, parce qu'il y a un département des patients là, est-ce qu'il n'aurait déjà pas intérêt à venir de temps en temps au café éthique? Je pense que oui. Comme tous d'ailleurs. On se Et demande je vais d'ailleurs leur pourquoi ils restituer viennent pas. notre conversation. Et deuxièmement, est-ce qu'ils n'ont peut-être pas à changer peut-être leur propre pratique par rapport à des interprétations qu'ils ont, alors que là on entend des éléments de vérité venant de patients, et ce ne sont pas bientôt les patients qui vont se plaindre. Vous voyez ce que je dis? Est-ce qu'ils sont dans la sanction? Est-ce qu'ils sont dans la tension avec les équipes, ou je ne sais où la négociation, ou est-ce qu'ils sont, je dirais, carrément dans cet élément de qualité, de prévention d'une qualité que doit avoir un hôpital par rapport à des choses. C'est Alain Touraine qui disait, le père de notre ministre, là, qui disait l'hôpital c'est un endroit où il y a extraordinairement des choses extraordinairement graves qui se passent et pour lesquelles, humainement, les personnes ne sont pas formées. Et je ne pense pas qu'il y en ait plus que d'autres qui soient en définitive formés. Il parlait ça à partir d'un colloque que Yves Pélissier avait fait sur le cancer. Mais tout ceci pour montrer comment notre faillibilité, Paul Ricoeur a fait que de signer ça, notre faillibilité, etc. Donc il faut cette prise de conscience, beaucoup plus que d'être dans quelque chose de plus ou moins préformé, même de défense de droit. Vous voyez, c'est bien de défendre les droits, mais il n'y a pas que les droits, il y a la compréhension, il y a aussi la... Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt que le département des patients... Alors c'est pour ça qu'on les a invités l'année prochaine pour faire un café éthique. Juste pour votre information, je pense que c'est un... On partage donc quand même une culture avec Christine Derry, qui est la responsable du département. Et il faut voir que les plaintes sont analysées avec l'avis des services et sous le regard d'usagers. Donc on essaye de croiser notre regard qui est
qui n'est jamais un regard accusateur. Encore une fois, C'est bien ça. on s'est dit avec Christine Guéry que la seule chose qu'on voulait enseigner, c'est que la culture de l'erreur, et donc voilà, Bien sûr. s'il y a une erreur, voilà, elle est dommageable à un patient, il faut réparer pour le patient, mais après ça ne sert à rien d'aller tomber sur le dos de l'équipe qui, il est sûr, on ne comprendra pas et ne modifiera pas son comportement s'il y a faute ou s'il y a problème. Donc on a vraiment ça, c'est-à-dire que bien sûr il y a une notion de... Il y a surtout une notion de comment on va réparer quelque chose qui ne s'est pas fait. Quand il y a une plainte, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, vous dites, parce qu'à un moment donné ça a été le bazar, j'en sais rien. En tout cas, entre le patient et les soignants, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Et nous, on essaie juste de se dire, qu'est-ce qui ne s'est pas fait, où ça ne s'est pas fait. Peut-être que ponctuellement, il y a des actes qui n'ont pas été faits selon les règles de l'art. Bon, bah là, voilà, ça n'a pas été fait selon les règles de l'art. On remet un coup de formation et voilà, tout le monde doit reprendre les règles de l'art. Mais c'est souvent beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr. Et donc vraiment, notre idée, c'est de dire, je vous dis encore une fois, on est sous le regard des usagers. Donc on ne le fait pas tout seul. Et moi, je veux dire, quand par exemple il s'agit d'un médecin, je commence déjà par envoyer le courrier au médecin en disant, dites-moi ce qui s'est passé ce jour-là avec ce patient. Ça veut dire juste, ça s'est mal passé entre vous et le patient, point. Je sais rien de plus que ça, que ce qu'exprime le patient. Donc vous, votre regard sur ce patient, sur la façon dont... Voilà. Et ça m'arrive d'avoir des courriers de réponse me disant, bah oui, on s'est raté. On s'est raté. Voilà. On s'est C'est pas raté, on toujours s'est pas facile. compris. La rencontre n'est pas tous les jours Non. Et je trouve obligatoire. ça, voilà. D'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut dire que Marie-France... Madame, vous avez envie de poser une question. Non. Madame. N'hésitez pas. Non. Vous voyez, même la directrice essaye de susciter. Non, je vous sentais depuis tout à l'heure. Oui, mais parce que c'est tellement un niveau, je veux dire, par rapport à nous, c'est un peu lambda, que c'est très intéressant. Ça m'évoquait autre chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors c'est pour ça que je vous disais. Allez-y. Je ne connaissais pas cette démarche, c'est nouveau, c'est pas donc ça me faisait penser à ma propre réflexion sur ça suite à un cas, personnel de ma fille qui a une maladie. Et donc je me disais, ça rejoint un peu, hein, c'est pas tout à fait le même domaine, mais ça peut être parallèle ou se recroiser, se recouper à un moment. C'est effectivement, je pense que actuellement, la médecine, je parle vraiment c'est lambda, hein, la médecine progresse énormément, déjà parce que les moyens progressent et donc ils sont donnés d'avoir beaucoup plus de résultats par l'exploration, les méthodes d'exploration, enfin je peux le dire avec mes mots, hein, mais je trouve que c'est un grand progrès parce qu'elle s'ouvre justement à toutes ces autres médecines dites, soit parallèles qu'on appelait avant, et notamment, moi, mon c'est l'aspect psychologique, psychique des maladies, parce que j'ai eu, un peu j'en ai eu donc un exemple avec ma fille de ces maladies pour lesquelles la médecine traditionnelle, on va dire, n'apporte pas de réponse, ne sait pas donner le pourquoi, voilà, c'est traité, mais ne sait pas expliquer les causes, les raisons, etc. Parce que justement, elle est restée enfermée dans ses méthodes, enfin son enseignement, ce que vous expliquiez, qu'elle refusait jusque-là, mais je sais bien qu'elle s'ouvre énormément, qu'elle refusait de s'ouvrir sur les autres possibilités, les autres sources d'avoir des explications à ces maladies, et notamment la psychologie, qui en est une importante, je trouve, moi je pense. Et donc, pour faire ça, mais je peux passer la journée, c'est une maladie qu'on appelle, vous connaissez tous, la polyarthrite rhumatoïde, mal nommée, qui en fait, sur laquelle on ne sait pas expliquer les causes. Vraiment, on soigne par les traitements très lourds, mais il n'y a pas ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. La recherche ne progresse pas beaucoup sur ces maladies-là, parce que j'imagine, parce qu'il y en a en quantité, il y en a peu, par rapport à certaines autres maladies, où je me dis toujours que
on arrivera par le biais de notre découverte, voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe, par voie d'escalier, on fait une recherche, même des solutions pour d'autres maladies, etc. Or là, moi je suis convaincue, d'après parce que j'ai eu ma fille qui a été touchée, ils ont une part, mais à au moins 50% de la cause de cette maladie est psychologique en fait. Je pense que, enfin je ne sais pas si je me trompe, alors peut-être que voilà, bon, on connaît le principe psychosomatique, etc., mais je pense que l'aspect psychologique est capable d'aller, enfin, jusqu'à déclencher carrément une maladie pratiquement. Enfin, déclencher, c'est peut-être exagéré, poussé ce que je dis, mais même si, bon, ça suppose, j'imagine, un terrain ou des conditions à un moment, voilà, mais je suis, enfin, alors détrompez-moi si justement, parce que j'en suis assez convaincue, que l'aspect psychologique est capable d'aller jusqu'à déclencher cette maladie pour moi. Et je termine avec ça. Donc elle est tombée malade à l'âge de 7 ans et elle l'est toujours, hein, c'est une maladie une maladie chronique. Chronique, voilà. C'est tout donc le des problème. traitements, cortisone et d'autres, le progrès maintenant, enfin il y a d'autres traitements, avec des périodes de rémission, de rechute, etc. Et en fait, moi j'ai été amenée par hasard, il y a 5-6 ans, enfin, pour des raisons personnelles, à consulter une psychothérapeute, enfin, tout ça, et à qui je parlais accessoirement aussi de ça. Et en fait, pour moi, c'est elle qui m'a donné la clé de la maladie, qui m'a expliqué tout ce qui s'était passé, pour moi, enfin ça, mais dans la maladie de ma fille. Et la réponse, elle était pour moi uniquement psychologique, enfin essentiellement, je veux dire, psychologique. Et quand elle m'a expliqué, parce qu'elle suivait des enfants notamment, enfin elle était en hôpital et tout ça, elle était très proche, elle se penchait beaucoup là-dessus, enfin, et quand elle m'a expliqué le processus de la maladie, enfin ce qui s'était passé, tout est devenu complètement lumineux. C'était ce que les médecins n'avaient pas. Voilà, c'est un peu le même truc, parce que ce que les médecins n'avaient jamais su expliquer, enfin, évidemment parce qu'ils ne savaient pas. Ben, par contre, là, tout devenait clair et voilà. Alors, est-ce que je suis complètement dans l'erreur enfin, en pensant ça, ou est-ce que c'est un peu, c'est dans le même sens l'évolution que la narration, enfin, ce que vous expliquez. L'important dans cette histoire, en tout cas ce que j'ai retenu moi de la médecine narrative, l'important dans cette histoire, c'est que la personne qui est en position de soignant comprenne que ce qu'elle donne comme mécanisme de la maladie n'a rien à voir avec le sens que ça a pour la personne qu'elle soigne. Et qu'il est très important d'identifier, d'aider la personne à trouver un sens à cette maladie, parce que du coup, il y a un terrain d'entente et un lieu de discussion qui se crée et qui est donc l'occasion de la rencontre. Il n'y a pas de réponse à votre question. Et que vous avez trouvé scientifique. Avec la psychothérapie. Et je pense alors, moi j'ai trouvé, et que du coup ma fille, en grandissant, parce que 7 ans, 8 ans, et ça peut, bien sûr, comme vous l'avez dit, ça peut aider. Où elle a pris conscience de tout ça également, et bien le traitement s'est amélioré aussi parce que l'échange a été beaucoup plus positif et productif avec ses médecins. Ceci étant, c'est QFD, parce que je crois que c'est ce que vous aviez dit, c'est qu'en fait, cette rencontre de l'histoire permet à votre fille d'aller mieux. Voilà. Oui, à partir du moment où elle en a pris conscience, elle aussi. Mais c'est pas que ce soit, si je me permets permets de traduire en des mots plus simples, merci, excusez-moi, mais c'est pas, peu importe que ce soit vrai ou pas ce que vous pensez, peu importe, c'est que vous partagez ce que vous vivez avec les personnes qui vous soignent et que eux soient capables d'entendre ce que vous dites. Et ça fait progresser tout le monde, et particulièrement votre fille. Je traduis en mots. C'était donc tout à fait dans le thème. Oui, quelque part. Madame, vous voulez Oui, intervenir. j'allais dire notre esprit cartésien a besoin de sens. Oui. Aussi. Et a besoin de laisser une place à l'imaginaire. Parce que finalement, c'est peut-être là qu'on se réalise le mieux. Mais ça serait une superbe conclusion, cela, pour dire que, pour prendre simplement ce que vous avez dit, quel est le problème? C'est qu'on est dans deux paradigmes différents. Le mot, excusez-moi, moi je suis là pour faire compliqué. C'est-à-dire deux lieux de sens différents. Jusqu'à maintenant, l'hôpital, la plupart de la médecine, c'était la médecine aiguë. Tout simplement, on guérissait. Maintenant, on prend en charge, parce qu'il y a eu
plein d'éléments qui nous permettent de vivre plus longtemps, qui nous permet, parce qu'on a bien travaillé sur la maladie aiguë, même si elles existent encore, il faut encore les traiter. Eh bien, malheureusement, on a tout ce qu'on est des maladies chroniques. Et les maladies chroniques sont complètement inadaptées à tout ce qu'on faisait pour les maladies aiguës. D'où la consultation pour les maladies aiguës, l'interrogatoire, tel que ça devait aller, systématique, tel que ça se faisait. Et c'est pour ça qu'il y a la médecine narrative, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, ce n'est pas une médecine préventive. Ce n'est pas une éducation à la santé. C'est tout à fait, je dirais, presque commun à la médecine narrative, c'est-à-dire cette prise de conscience telle que vous venez de la définir ensemble, c'est superbe. On arrive en définitive au lieu, en définitive, qui fait la différence et qui en fait une entrevue qui devient une rencontre, une consultation devient une rencontre. Et là, on le sent bien, il y a un partage du sens, il y a vivre le sens, peut-être vivre avec l'autre. En tout cas, je tiens à vous remercier, j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi. Et la prochaine fois, dans un mois... Vous avez fait comprendre à tout le monde, si je me permets, votre narration, je crois, fait partager à tout le monde. Bien sûr. Le sens de ce que vous C'était avez pas à côté, c'était pas à côté. Voilà. Alors la prochaine fois,